68e émission de Bienvenue à l'Est. On est ensemble jusqu'à 21h. Une émission aujourd'hui exclusive. Oui, elle est photographe, réalisatrice, productrice et fondatrice de l'association Cinéma des Balkans. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Camila Isa. Bonjour et bienvenue Camila Isa. Bonjour, përshëndetje. Et puis, dans un instant, place à notre entretien exclusif. Nous sommes allés à la rencontre de son Excellence, Madame Corina Kalugaru, ambassadrice de la République de Moldava, qui nous a reçus au sein de son ambassade, au programme Culture et Confidence. Ils sont habitués à couvrir les grands événements. On remercie notre photographe Nerina du studio N et notre vidéaste Sophie. Vous pourrez voir leurs images sur les réseaux. Et Bienvenue à l'Est, c'est parti, place aux anniversaires des stars. Aujourd'hui peut être un jour particulier pour vous. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, comme pour nos stars du jour, notamment à l'actrice, modèle et productrice lituanienne Garda Jasinskaitė. Aujourd'hui, elle partage sa carrière entre Paris et Londres. Bon anniversaire à la chanteuse pop roumaine Nicole Scherry. Son nouveau clip Milo, tourné à Medellín, en Colombie, est sorti la semaine dernière. Habla espagnol. Dans le texte, l'histoire d'une séparation avec l'être aimé. À noter que sa communauté rassemble plusieurs millions de fans. Bon anniversaire au poète, journaliste et essayiste slovène Nico Grafenauer, membre de l'Académie slovène des sciences et des arts. Son œuvre considérable de littérature jeunesse est considérée comme l'une des plus importantes de la littérature slovène d'après-guerre. Bon anniversaire à la chanteuse bulgare Sophie Marinova, celle qu'on surnomme la perle gitane. Vient de sortir son nouveau clip Maslinove oči en duo avec le groupe V-Band et la superbe voix de Monika Braikova. Sophie Marinova est actuellement en tournée dans toute la Bulgarie. Et puis hier soir, il était en concert au Sava Centar à Belgrade. Bon anniversaire au chanteur monténégrin Nenad Kenjević, qu'on connaît aussi sous le nom de Kniej. Il prépare actuellement son nouveau spectacle Magičnu noc, Nuit magique, avant une tournée européenne en passant par Paris, Francfort, Munich, Vienne et Londres. On vous tiendra au courant. En attendant, son clip Viva la Vida est sur toutes les plateformes de téléchargement légal et sur notre page Spotify. Bienvenue à l'Est, Super Hit Monténégro. Pensez au réalisateur et acteur autrichien Fritz Lang. On le connaît tous avec son célèbre Metropolis, ce film de science-fiction de 1927, ou encore M le maudit en 1931. En tant qu'acteur, il avait joué dans Le Mépris de Jean-Luc Godard. Et puis, pensez au réalisateur d'origine ukrainienne, Otto Preminger. Il était né à Vizhnitsia, non loin de la frontière actuelle de la Roumanie et le parc de Maramuresh. Il a fait carrière aux États-Unis. On lui doit notamment des films comme Rivière sans retour en 1954 avec Marilyn Monroe et Robert Mitchum, L'homme au bras d'or en 1955 avec Frank Sinatra, Bonjour Tristesse en 1958 avec Gene Seberg ou encore Exodus en 1960 avec Paul Newman. Un grand. Place aux charts de la semaine. Alors côté charts, on commence avec la Pologne et Szkolim qui nous embarque dans une chanson douce. Ziele jest jedno, qui a rassemblé plus de 4,7 millions de vues en 2 jours. Une superbe histoire d'amour, une vraie déclaration. Allez, viens avec moi, car je me sens mieux ici, près de toi. Laisse-moi t'emmener vers l'inconnu. Allez, n'en dis pas plus, ferme les yeux, ouvre ton cœur. Que feras-tu de moi quand il fera nuit ? Un seul geste tendre me suffit, je suis sérieux. On n'a qu'une vie, tu sais comment c'est. En plus, le clip nous offre une ambiance sous la neige où l'amour est roi. Vraiment à découvrir si vous ne l'avez pas encore écouté. Côté nouveauté, il y en a une qui fait parler d'elle en Albanie, c'est Dafina Zekiri et son titre Dashnin Ev Yeter. Elle fait un véritable bond au niveau des charts internationaux en Albanie avec 13 places de gagné, avec près de 745 000 vues sur YouTube en 3 jours. Un titre écrit avec Ingrid Dodd. Elle parle à l'homme qu'elle aime, cet ancien amour, et que pourtant elle a quitté. Je pense et je me perds à chaque fois que tu me manques. Côté clip,
une ambiance noir et blanc où elle partage son temps et ses mots, prenant appui auprès d'une Rolls-Royce, d'une immensité, d'une complicité sombre, une bête humaine qui lui ouvre ses portes. Pour info, Dafina Zekiri sera en concert à Pristina les 25 et 26 décembre prochains pour sa tournée Supernova du nom de son nouvel album. Et puis on voit que demain c'est la Saint-Nicolas, c'est bientôt Noël. En Roumanie, la chanson de Georgiana Lombot, Mama Tata Vinacasa, au clip rempli d'amour pour sa famille. Elle veut rentrer chez ses parents pour les fêtes. Elle veut ressentir la magie, non pas pour essuyer ses larmes. Elles sont passées avec la nostalgie. Un clip avec un parallèle entre sa vie de maman, de tata et sa vie de fille et de nièce. Un vrai voyage. Et puis, la musique reste dans la tête. Déjà plus de 2 millions de vues sur YouTube en une semaine. Je vous invite à découvrir tous ces titres sur notre chaîne Spotify. Bienvenue à l'Est Média, que ce soit sur notre playlist Les Super Hits, les Super Charts 2025-2026 ou encore dans les Super Hits par pays. Merci. Et ça bouge encore cette semaine. On passe aux artistes sur scène. Et oui, côté jazz, le festival Jazzy Color touche à sa fin ce week-end avec le 7 décembre demain à 20h30 au New Morning. Vous pourrez assister au concert du groupe polonais IEBS, originaire de Wrocław, pour la toute première fois en France. Ils seront accompagnés par une guest, Brian Jackson. Vous pourrez les voir en photo si vous nous suivez sur les écrans. Ils offriront des sonorités issues de leur nouvel album Reflection of Purple Sun. Informations et réservations sur le site du New Morning. Et on passe au théâtre. Alors voilà, ça c'est le groupe IEBS, le groupe polonais qu'il faut venir voir dimanche 7. Alors, au théâtre, la compagnie Hors des Frontières présente ce dimanche 9 décembre à 19h30 au théâtre Clavel, 3 rue Clavel, à Paris. La pièce Anatomie d'un aveuglement, Herriot et l'Holodomor, une pièce qui mêle histoire et mémoire. Nous sommes en 1933. La famine ravage l'Ukraine alors dans l'Union soviétique. Pendant ce temps, le monde détourne les yeux. Au soir de sa vie, Édouard Herriot est confronté à ses propres silences sous le regard d'une infirmière d'origine ukrainienne et d'une journaliste venue chercher la vérité. Et puis, le 14 décembre, autre pièce, notez bien, Les odeurs de ma vie. Les odeurs de ma vie, c'est une lecture théâtralisée d'une pièce tirée d'une nouvelle signée Daniel Argelès, vous allez voir l'affiche, issue de son recueil En un souffle, paru aux éditions Triartis, qui ouvrira ses portes pour accueillir ce spectacle, dit par Eric Sénat et Lila Tamazit. Le sujet, c'est presque secret, je vous dirais. Tout ce que je peux dire, c'est que ça se passe en RDA, dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Les éditions Triartis, ça se trouve au 19 rue Pascal à Paris dans le 5e. Réservation à l'adresse mail triartis, triartis.édition avec un s, @gmail.com ou au 06 71 54 63 63 06 71 54 63 63. Place au cinéma avec une élection. Oui, la productrice roumaine Ada Solomon a été élue présidente du Conseil de l'Académie européenne du cinéma pour un mandat de 2 ans à compter du 1er janvier prochain. Elle sera secondée par 2 vice-présidents, la néerlandaise Léontine Petit et le français Mathieu Darras. Et on continue avec des films primés. Et oui, avec en premier lieu le réalisateur bulgare Hristo Todorov. On vous en parle régulièrement de Hristo et pour cause. Cette semaine à Gravina di Catania en Sicile, lors de la 11e édition du festival Via dei Corti, son film Après l'incendie a reçu 2 prix d'interprétation. La meilleure interprétation féminine pour l'actrice ukrainienne Irina Litiak et la meilleure interprétation masculine pour l'acteur français Noé Favre. Hristo Todorov a félicité ces 2 artistes. Je le cite, il y a vraiment une magie cinématographique entre vous deux, a-t-il souligné. Encore bravo à eux. Un autre prix, c'est la réalisatrice russe Natalia
Arjona, qui a reçu une mention honorable pour son film Arditi au dernier Venise Lagoon Wave Festival. Je la cite: mon étrange mais touchant film de danse continue de laisser ses traces en voyageant à travers l'Europe pour une raison que j'ignore. Pour une raison que j'ignore, les Italiens me remarquent beaucoup ces derniers temps. Eh bien, je pense que je vais commencer à les remarquer aussi. Quelle bonne idée. Actuellement, Natalia Arjona travaille dans le sud de l'Espagne. Et on va parler cinéma d'Europe centrale, orientale et des Balkans aux arts. Et vous voyez l'affiche à l'écran pour ceux qui nous suivent du moins sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Twitch. L'affiche est signée Virginie Foubert. La 17e édition des Arcs Film Festival va commencer la semaine prochaine, le 13 décembre, et jusqu'au 20 décembre, on va parler cinéma européen avec des jurys internationaux. Le président du jury long métrage sera le réalisateur franco-allemand Dominique Moll. On se souvient tous de son film Harry, un ami qui vous veut du bien, parmi tant d'autres. Un jury où il retrouvera la comédienne franco-finlandaise Nadia Tereshchkiewicz, qui est une des actrices de son film Seules les bêtes. Il y aura aussi un focus sur un pays de cinéma, et cette année, eh bien, ce sera la Grèce. La Grèce avec des longs et des courts métrages, avec la venue de nombreux invités, des professionnels du cinéma et les équipes de films présentés. Si vous faites partie du monde du cinéma, allez à leur rencontre. C'est toujours très intéressant. Parmi les 120 films venus de toute l'Europe, on pourra voir des films présélectionnés pour les Oscars, comme Otec, Father pour son titre en anglais, de la réalisatrice slovaque Teresa Nvodová, ou encore The Tale of Cillian de la réalisatrice macédonienne Tamara Kotevska, mais aussi assister à des séances spéciales avec des classiques du cinéma européen, à des avant-premières, comme pour le film allemand Hysteria de Mehmet Akif Buyukatayaler. On va reparler de certains de ces films tout à l'heure avec le cinéma des Balkans, avec notre invitée Camilla Isa. Juste, il y a une masterclass qui se passe aux Arcs, c'est avec Isabelle Adjani. Donc si vous voulez y aller, allez-y. Et enfin, du côté des sorties, un film à voir absolument. Et oui, c'est sorti en salle ce mercredi. Que ma volonté soit faite. Film de la réalisatrice polonaise Julia Kowalski. Un premier film, une fable féministe rageuse à la mise en scène inspirée. L'histoire de la jeune Navoïka qui vit avec son père et ses frères dans la ferme familiale et qui cache un terrible secret, un pouvoir monstrueux qu'elle pense hériter de sa défunte mère et qui s'éveille chaque fois qu'elle éprouve du désir. Lorsque Sandra, une femme libre et sulfureuse originaire du coin, revient au village, Navoïka est fascinée et ses pouvoirs se manifestent sans qu'elle ne puisse plus rien contrôler. Voici la bande-annonce. Ma mère s'agenouillait devant Satan, le mal éternel. Je l'ai aussi en moi. Слабойка, chodź pomóż nam tutaj. Nowelka, co dziś na kolację? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Neuve? Pourquoi vous êtes revenu? Nie ufaj jej. Czemu tak mówisz? No to co to kurwa jest? To był co? Nie chcecie stracić Nowika. Maintenant, c'est le moment de notre entretien exclusif. Nous sommes allés à la rencontre de son Excellence Madame Corina Kalugaru, ambassadrice de la République de Moldova, qui nous a reçus au sein de son ambassade au programme Culture et Confidence. Je dirais bienvenue en Moldavie.
Bonjour Votre Excellence, Madame Corina Kalogarou. Merci déjà de nous accueillir au sein de votre ambassade, l'ambassade de la République de Moldova. Et je dis bien la République de Moldova, on entend très souvent en France le nom de Moldavie. Pourquoi il faut dire Moldova et pas Moldavie? Tout d'abord, bienvenue à la maison de la République de Moldova en France et à Paris. On a eu plusieurs remarques à ce chapitre et finalement le nom court et long de notre pays au sein des organisations internationales, plutôt aux Nations Unies et au Conseil de l'Europe, c'est République de Moldova. Le nom court et long, et de même façon avec la Moldavie, ça se fasse que Moldavie, c'est la traduction moldavien de langue russe, d'où on insiste que quand même c'est la République de Moldova. On entend très bien que les personnes qui parlent français sont très habituées à la Moldavie. Finalement, il y a dans l'usage quotidien soit République de Moldavie, soit République de Moldova, mais c'est la même essence de notre pays. D'accord. Donc on peut dire les deux. C'est ça. On peut dire les deux. Par rapport au drapeau, on va commencer par le drapeau. Il y a en son centre donc les armoiries du pays. Et c'est un aigle qui porte une croix avec le blason de la Moldavie, donc, en son sein. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce blason? D'où il vient? Oui, dans le cas du blason de notre pays et de notre drapeau, il y a une symbolistique derrière tous les éléments qui sont, parce que la tête de roche, ça représente la force et la continuité. Les étoiles à 8 rayons, c'est la lumière, la protection et l'aspiration vers l'avenir. Rose à 5 pétales, c'est la beauté, l'harmonie et la tradition. D'ailleurs, c'est un élément très traditionnel aussi dans le tapis traditionnel de notre pays. La croissance, c'est l'équilibre, héritage et l'arctique. Et rouge-bleu, c'est unité nationale et couleur de l'État. Aigle, c'est le pouvoir et la souveraineté de l'État. Le croix dans le bec, c'est la foi chrétienne, orthodoxe. Branche d'olivier, c'est la paix, le symbole traditionnel de la paix et de l'espérance. Et cèdre d'or, c'est l'autorité légitime de l'État. Finalement, dans notre drapeau, c'est vraiment cet message aussi que oui, on est un petit pays avec une histoire séculaire, mais de même façon, dans le peuple moldave et dans le drapeau, il y a vraiment cette symbolistique de l'histoire, de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Et aujourd'hui, notre avenir, comme vous le sachez ici en France, on est un pays candidat à l'Union européenne et on espère beaucoup sur le soutien de tous les Français de se retrouver tous ensemble au sein de l'Union européenne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup la communauté moldave est importante en France. Hein. Il y a vraiment beaucoup de Moldaves. Hein. C'est un peu ce que j'ai remarqué, que même mes enfants, ils ont des amis qui sont moldaves. Donc, c'est vrai que... Oui, c'est une communauté relativement grande des Moldaves ici en France. D'un côté, j'insiste toujours sur l'élément d'une autre langue avec les racines latines. Ça se fait que la plus grande communauté des Moldaves à l'étranger, c'est en Italie. Et après, on a aussi une grande communauté ici en France. Et la langue représente un des éléments fédérateurs, un des éléments qui nous unissent. Après, oui, on a une grande communauté avec des différents experts, différents membres et citoyens qui sont bien intégrés au sein de la société française parce qu'on a des médecins, avocats, fonctionnaires internationaux, notaires, pharmaceuticiens. Après, il y a beaucoup des étudiants parce qu'en Moldavie, on a 8 écoles bilingues, l'apprentissage en français et en roumain.
toutes les universités en Moldavie, ils ont une filière francophone. Et finalement, c'est un pays où la langue française est très présente. Et d'ici, ça se fait que on a aussi beaucoup d'étudiants ici. Après, on a plusieurs Moldaves qui ont immigré en France 15-20 ans. Entre-temps, ils ont pris leurs racines, ils ont décidé d'ouvrir leur petite compagnie ou des grandes compagnies dans des différents domaines. Par exemple, la plus grande partie des Moldaves ici en France sont concentrées en Île-de-France. Et on a constaté ce numéro plutôt aussi dans l'organisation et déroulement de nos élections parlementaires et présidentielles du 2024 et du septembre 2025, où plusieurs maires, à un moment donné, ils m'ont dit que non, on n'a pas assez beaucoup de Moldaves. Et la demande, plutôt, c'était aidez-nous à vous aider aussi pour comprendre combien de Moldaves il y a dans ces localités. Après aussi, en Île-de-France, on a un réseau de magasins Moldova, Bassarabi, il y a des restaurants, il y a des boulangeries plutôt français, mais à la demande, ils ont aussi des gâteaux moldaves ou des gâteaux traditionnels de notre région. Je suis très fière par notre communauté parce que la plupart sont des gens très bien accueillir et très bien intégrer ici en France, mais de même façon, ils sont très liés à la Moldavie et les liens entre le pays d'origine sont toujours très présents. Et ça nous donne vraiment la foi d'être très optimiste au niveau du fait que si jamais ils vont rester ici ou un jour ils vont décider de revenir au pays, les liens restent très fermes et très solides. Oui. Merci. Vraiment, c'est vrai que cette communauté moldave, elle est aussi porteuse de la culture moldave en France. Et quelles sont les grandes figures d'artistes moldaves que vous aimeriez faire découvrir aux Français? Ils sont nombreux parce que d'un côté, on fait toujours dans notre équipe une ressemblance entre le Petit Prince de Saint-Exupéry avec Spiridon Vangheli et le Gugutse. C'est un personnage intelligent, un jeune élément traditionnel de notre pays. Et après, on a Ion Creangă avec tous les souvenirs de l'enfance. Si on prend quelque chose, des auteurs qui sont depuis longtemps. Après, on a les dernières années plusieurs auteurs qui ont été traduits en français. C'est Dumitru Crudu, c'est Emilian Galaico Paun, d'ailleurs qui a reçu aussi une légion d'honneur pour la contribution à la culture. Après, il y a un dernier livre de Lorena Balteanu qui a été aussi traduit en français. C'est cette corde qui m'attache à la terre. Exactement. On a fait aussi après une présentation à l'ambassade ou dans plusieurs festivals. Après, il y a Tatiana Tsibulak, aussi traduite en français et avec une grande popularité aujourd'hui au niveau des pays européens. Si on parle des artistes, des peintres, on a Valentina Rusu-Ciobanu, une grande artiste qui a laissé vraiment une grande mémoire par ses peintures. Il y a Mihai Grecu. Et aujourd'hui, plusieurs artistes moldaves sont soit au pays, soit sont à l'étranger. D'ailleurs, nous, on a initié un projet avec l'Union des artistes plastiques moldaves pour promouvoir, faire découvrir la Moldavie à travers l'art. Et finalement, on constate, ou plutôt c'est le public français qui constate, soit on a des peintres
rattachés à l'art moderne, soit à l'art classique ou à l'art traditionnel. Mais c'est un élément très important pour faire découvrir que nous, on est aussi très porteurs des éléments de la culture et très rattachés à ce sens-là. Si on parle des artistes, on a la renommée Maria Biescu, la regrettée Maria Biescu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, encore, chaque année, on a un festival dans son nom, un festival international d'opéra. Il y a Valentina Nafornice, une jeune artiste, mais qui est très bien connue au pays, mais aussi à l'étranger. Chaque fois, et vraiment, c'est très souvent que plusieurs Français, soit sénateurs, députés, soit les Français, ils me demandent de renommer ensemble Ozone avec Dambalan et toutes les pièces qui ont été très populaires plusieurs années avant. Et aujourd'hui, c'est déjà les artistes plus jeunes, mais qui sont aussi très présents dans l'espace européen. Irina Rimes. Exactement, c'est une des artistes qui marche aussi très bien en Moldavie, mais aussi en Roumanie, mais déjà ici en France. Et au niveau de la musique, justement, au niveau de la musique traditionnelle, alors elle est très vivante en Moldova, tout comme sur la scène contemporaine, justement, le fait que, comme Irina Rimes, qui perce au niveau européen, qui perce à l'international, c'est un peu le fer de lance du pays, c'est un modèle là-dessus. C'est très important qu'aujourd'hui, on réussit de maintenir les traditions, et les traditions sont très vivantes, soit au sein du pays, soit à l'étranger, parce que par exemple ici en Île-de-France, je suis toujours très impressionnée par le fait que quand même il y a l'attachement vers le fait d'aller à l'église, de connaître et de respecter toutes les règles de notre foi. Après, il y a toutes les traditions dans l'organisation des fêtes, baptêmes, des mariages, et l'élément de la musique traditionnelle, ça reste. Après, le danse traditionnel, c'est le même, c'est très vivant, et d'ailleurs, les petits enfants en Moldavie sont habitués de faire les cours depuis qu'ils sont petits. Soit les danses plus modernes et plus classiques. Et finalement, le mélange aujourd'hui, parce qu'il y a les artistes qui font ce mélange, c'est en effet aussi un élément d'attraction, et pour faire convaincre les autres, et aussi les autres pays européens, on est très divers, mais quand même, ça nous unit cette particularité qui est très riche. Et finalement, la culture européenne, elle est très riche, mais le plus important, de se faire découvrir, parce qu'on peut avoir les éléments très traditionnels dans le costume national, et d'ailleurs, c'est aussi pour nous, on a réussi avec la Roumanie d'enregistrer dans le patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO la blouse traditionnelle, très renommée, qui s'appelle Iya. Et d'ailleurs, après l'enregistrement, on constate que finalement, il y a cette reconnaissance que plusieurs artistes, plusieurs maisons de grande mode, ils s'inspirent. Mais je crois que c'est très important de connaître d'où s'inspire. C'est très bien de s'inspirer, de prendre les éléments d'un à l'autre, mais de connaître les origines. Et par ça, je crois que c'est aussi une contribution, mais aussi à faire découvrir la Moldavie. D'ailleurs, aussi un autre élément qu'on a réussi d'enregistrer au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le tapis traditionnel avec l'arbre de vie. D'ailleurs, ce tapis ici, c'est aussi représente un de ces éléments géométriques. Et finalement, ça nous aide tous ensemble de faire reconnaître aux citoyens qu'on est porteurs des traditions, mais de même façon de faire nous connaître. Et par exemple, récemment, notre pays, ensemble avec la Roumanie et l'Ukraine, on a initié aussi un autre dossier pour l'UNESCO, la plus ancienne culture Cucuteni-Tripoli, plus ancienne culture européenne qui appartient à nos territoires
Et notre démarche est vraiment de faire reconnaître l'histoire qui existe et les éléments culturels qui finalement ont un mot à dire dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, les traditions restent vivantes vraiment pour la musique, pour la danse, mais aussi pour la cuisine. Quel plat vous recommanderiez pour les Français qui viennent pour la première fois en Moldavie? Tout d'abord, c'est mamaliga ou la polenta, mais c'est un peu plus dur, qui s'accompagne toujours avec du fromage et du fripture, qu'on dit c'est du viande, mais tous ensemble, soit avec les légumes végétaux, similaires au ratatouille. Après, c'est placinta. C'est aussi un élément traditionnel des gâteaux spécifiques avec du plus spécifique pour nous, c'est avec du fromage aussi, mais il y a aussi avec des autres éléments qu'on peut le mettre dedans. Spécifiquement pour nous, c'est aussi sarmale. Mais c'est un élément qu'on peut le trouver aussi dans d'autres pays, soit dans la région du Caucase, soit en Grèce. Après, c'est une autre spécificité, c'est le dessert baba neagră, qu'on espère vraiment qu'un jour on va réussir de l'enregistrer dans le patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Il y a aussi généralement le pain. C'est aussi très traditionnel, mais on a l'élément du pain, mais on l'appelle kolac parce que on les tisse d'un forme ronde et finalement soit c'est plus petit, soit c'est plus grand. Et pour les différentes fêtes, et d'ailleurs ici en France aussi, on partage et on maintient la tradition vivante pour ces éléments. Notre cuisine, c'est très riche et je crois que je peux vous mentionner plusieurs éléments, mais finalement, je crois que c'est le plus important d'aller dans un restaurant spécifiquement moldave ou de visiter la Moldavie pour faire découvrir toute la tradition authentique de notre cuisine. Il y a ce livre justement qui est publié chez Cartier, Moldavie, des gens, des lieux, une cuisine et du vin, qui est traduit du roumain par Véronique Nortminka. C'est que des recettes de cuisine, mais c'est des décors assez... Ce que j'aime bien, c'est le sous-titre des gens, des lieux, une cuisine et du vin. Oui, parce que finalement, le pays, c'est toujours les gens. Et je crois que la plus grande richesse pour notre pays, c'est pas les ressources naturelles, mais c'est vraiment les gens. Les gens qui maintiennent, malgré tous les défis qu'on a eu dans notre histoire, nous avons réussi tous ensemble, et c'est les gens, les citoyens moldaves, qui ont réussi de vivre et de maintenir le pays dans son intégralité avec cette richesse qu'aujourd'hui, notre démarche est vraiment de faire connaître la Moldavie et les gens de Moldavie. C'est une bonne optique, ça. On va aider. Et alors, il y a la gastronomie, puis il y a le vin. Parce que c'est un pays vignoble. C'est un pays de vignoble. Il figure parmi les plus anciens terroirs viticoles du monde. Quelle place occupe le vin dans la culture moldave et en quoi cette tradition viticole contribue au rayonnement international du pays? Tout d'abord, aujourd'hui, la Moldavie est sur la première place au monde, mètre carré de vignoble par citoyen. On a les 2 caves souterraines du monde, les plus grandes du monde, se trouvent en Moldavie, c'est Cricova et Milești Mici. Et d'ailleurs, on a commencé récemment de préparer une évaluation ensemble avec l'UNESCO pour préparer un dossier en vue d'enregistrer ces 2 caves dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. D'ailleurs,
La route de vin de Moldavie, c'est une route déjà avec plusieurs châteaux, les grands producteurs du vin, soit les petites, mais toute la route de vin de Moldavie, nous avons aussi réussi de l'inclure dans les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, Itervites, les chemins du vin. Ça se fait que aujourd'hui la Moldavie c'est un pays producteur de vin avec les plus grandes et meilleurs vignobles par mètre carré de chaque citoyen. C'est un pays avec des cépages typiquement pour la région ou typiquement pour la Moldavie. Par exemple, Fetas Kalb, Fetas Negre, Rare Negre, Viorica. C'est des cépages qui se trouvent seulement dans la région, ou Viorica, seulement en Moldavie. On n'est pas en compétition avec d'autres vins. Au contraire, notre démarche est qu'il faut découvrir les vins d'une autre région et de la République de Moldova. Après, on est aussi un pays destination touristique, vitivinicole. C'est d'ici que, en coopération avec l'Organisation internationale du vin et du vigne, on a insisté beaucoup d'organiser le Congrès mondial du vin, qui a été organisé cette année au mois de juin en Moldavie. Et l'aspect symbolique de ce congrès, c'était que l'OIV a célébré le premier anniversaire du nouveau centenaire. Et l'approche plutôt dans notre démarche, c'était que le centenaire a été célébré en France, à Dijon, et le nouveau centenaire, c'est bien d'organiser en Moldavie, un nouveau pays, plutôt que pas que nouveau pays, mais pays émergent, mais avec une tradition séculaire dans le domaine vitivinicole. Et d'ailleurs, toute cette approche vitivinicole est connue seulement par les personnes qui travaillent avec la Moldavie, soit ils visitent la Moldavie. Et notre démarche aujourd'hui de faire que oui, on est un pays vitivinicole avec des traditions séculaires, avec 2 caves les plus grandes du monde qui se trouvent en Moldavie, mais de même façon, on est un pays destination touristique vitivinicole. Et voilà, on est dans cette approche qu'on fait aujourd'hui ici, en coopération avec soit avec l'Organisation internationale du vin et du vigne, soit avec l'UNESCO. Donc, tourisme gastronomique, puis naturel, parce qu'il y a énormément il y a vraiment beaucoup de nature en Moldova. C'est le relief, voilà, c'est vraiment voilà, très intéressant. Le 27 août dernier, on fêtait le jour de l'indépendance, Ziwa Independence. Le 31 août, la fête de notre langue, qui célèbre la restauration de l'alphabet latin en 89. Et au mois d'octobre, il y a eu la journée de la ville de Chisinau, la capitale, qui se déroule uniquement justement dans la capitale. Comment sont célébrées ces fêtes? Et on a encore chaque mois d'octobre le premier dimanche qui célèbre le Festival national du vin. Le festival du vin, on y revient. Et d'ailleurs aussi dans les caves, on est un des pays qui organise le marathon à Krikova, mais à l'intérieur des caves. Et c'est d'ailleurs un des événements qu'on avait réussi d'inclure dans le calendrier des activités pour les prochains 10 ans dans les pays francophones. On travaille beaucoup dans le cadre du groupe des ambassadeurs francophones avec le délégué ministériel pour la francophonie sportive. Et après les Jeux olympiques du Paris olympiques et paralympiques de Paris 2024, mais aussi avec après le sommet de la francophonie qui a été organisé par la France. L'approche, c'était que quand même, il y a cette partie francophone. On a plusieurs activités sportives dans nos pays, mais personne ne le connaît pas. Et c'est d'ici, il est venu l'initiative d'avoir un calendrier des activités. Et on espère d'ailleurs que dans les prochains marathons en Moldavie, on va avoir plusieurs Français, mais aussi participants des pays francophones.
voilà encore un élément à découvrir. Finalement, toutes les fêtes en Moldavie que vous avez mentionnées, ils sont très importants pour regarder sur l'histoire, parce que notre parcours et notre histoire, elle est très dure. On a été vendus, réunis, séparés. C'est d'ici qu'il vient, il y a beaucoup d'interprétations, quelle langue on parle. D'ailleurs, à Paris, plusieurs collègues de différents pays me demandent souvent quelle langue je parle avec mes collègues roumains. Et j'insiste que oui, on est un pays qui a été dommagement imposé d'utiliser un autre alphabet. D'ailleurs, c'est ma génération où on a commencé d'apprendre avec un alphabet cyrillique et après, on a commencé d'apprendre dans l'alphabet latin. Finalement, c'est l'histoire. Il faut connaître l'histoire, mais il faut aussi définir notre destin. Et cette année, le 27 août, ça a été vraiment un jour très symbolique avec la participation des leaders européens, du président de la France, Emmanuel Macron, ensemble à côté du premier ministre polonais et du chancelier allemand. Et dans le cas du président Macron, il a impressionné tout le public avec son discours en roumain. Et finalement, le message pour nous, c'était aussi très important qu'on est à la frontière d'une guerre, on est dans des circonstances très complexes de sécurité européenne, mais on n'est pas seul. Et je crois que pour nos concitoyens aujourd'hui, pas seulement pour la classe politique, mais pour les concitoyens, c'est très important de comprendre que oui, on a fait notre choix avec le référendum constitutionnel sur l'intégration européenne l'année passée. Les élections parlementaires de cette année, ils ont confirmé au niveau du pays, mais aussi à l'étranger par nos concitoyens à l'étranger, que les citoyens moldaves, ils ont fait le choix pour la démocratie, pour les valeurs, pour les droits de l'homme, mais aussi pour notre présent et notre avenir européen. Et quand un président de l'envergure du président Macron, il nous dit ça au public, c'était vraiment très encourageant. Et je crois que pour chacun d'entre nous, ce message reste très bien emprunté et après mobilisateur qu'il faut bouger, il faut réaliser tous les engagements envers l'intégration européenne. La fête du langue roumain, c'est en fait aujourd'hui partagée aussi avec nos amis, nos frères, nos sœurs roumains. Et ça reste aussi un des éléments de renaissance qu'on a en langue et qu'on est porteur de notre langue. Et d'ailleurs, par exemple, ici en France, pour notre communauté, d'habitude, moi je dis que c'est la communauté qui partage, qui parle langue roumain. On ne peut pas se séparer ou se distinguer et l'élément qui nous unit, c'est vraiment la langue. Après, la fête soit de la capitale, soit le festival du vin, c'est un des éléments ou plutôt des événements où on a plusieurs touristes, visitateurs étrangers qui font découvrir les traditions qui existent au pays. Oui. Donc, quelles initiatives justement l'ambassade mène-t-elle pour promouvoir la culture moldave en France? Tout d'abord, les dernières années, on était vraiment concentré sur la construction, la création de nouvelles pistes de coopération avec la France, parce que d'un côté, moi je suis arrivée comme ambassadeur ici vraiment au mois de janvier 2022 et le 24 février 2022, la guerre en Ukraine a commencé, que toute notre activité a été vraiment persuadée et concentrée sur des autres aspects. Mais chaque année, on célèbre ensemble avec nos frères et sœurs roumains la tradition de Mărțișor, qui est d'ailleurs aussi un élément qui a été inclus aussi au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Chaque 1er mars et tout le mois de mars, il est célébré, on porte le symbole du printemps. Mais notre initiative est vraiment d'organiser chaque année un atelier et on organise cet atelier en commune avec la mairie du 17e arrondissement. Et on est très ravis que chaque année, on a de plus en plus des voisins, voisines français qui viennent pour comprendre, pour préparer ensemble un martichor. Et c'est devenu déjà une tradition au niveau local spécifique. Bien sûr que cette tradition est bien partagée au sein des délégations auprès de l'UNESCO, mais en France, encore une fois, c'est l'approche de faire connaître mieux au public français qu'est-ce qu'on partage. Après, on a initié, comme je vous avais dit déjà, un projet avec l'Union des artistes plastiques en Moldavie. On a organisé à Bourges, future capitale européenne 2028, découvrir la Moldavie à travers l'art. D'ailleurs, cette exposition, comme elle a été très bien accueillie par le public français, on a eu aussi pendant quelques mois cette exposition au sein de la Maison de l'Europe de Paris, en faisant découvrir aussi cette exposition. D'ailleurs aussi, c'est un projet aujourd'hui parce que à l'ambassade, on a l'approche d'avoir toujours des expositions. Un fois, c'est un auteur moldave qui habite en France, autre exposition par des artistes qui sont en Moldavie. Maintenant, on a une exposition qui est organisée aussi en coopération avec l'Union des artistes plastiques en Moldavie, mais avec plusieurs artistes. Et après, il y a aussi plusieurs débats qu'on organise, soit nous comme ambassade, mais les prochains débats, c'est déjà à l'initiative des différentes universités, des différents groupes d'initiatives au niveau de la France, où on partage le présent et l'avenir moldave dans les circonstances actuelles, mais aussi notre parcours européen où on a besoin de connaître mieux le pays. Après, pour les années prochaines, il y a plusieurs activités dans plusieurs villes françaises. Soit c'est l'exposition des artistes, soit c'est différents projets européens envers de la fête de l'Europe, aussi le démarche européenne de la Moldavie. Mais notre approche est vraiment de faire connaître la Moldavie par les discussions, par les débats avec les concitoyens français, parce qu'il y a beaucoup de préconceptions et on essaye et on insiste de communiquer et ça nous encourage beaucoup parce que aujourd'hui, soit il a la demande de visiter la Moldavie, ça c'est un des éléments qu'on partage et on encourage beaucoup. Mais d'ailleurs, on insiste aussi où il y a des spécificités, où il y a des questions, mieux de les adresser de manière transparente. Après, l'art, ça reste vraiment un des éléments très importants. Et ce qui permet aussi de faire dialoguer la France et la Moldavie. Bien sûr, c'est la culture. Oui, moi je vois avec Corentin Vignal, qui est un photographe français, qui lui est complètement tombé amoureux de Moldavie. Dernièrement, il faisait une exposition, il a ramené 4 photos Moldavie. Donc voilà, c'est le partage de la culture, c'est toujours bien et c'est toujours mieux de se connaître les uns et les autres. Comment justement comment la culture moldave peut-elle être un pont entre la Moldavie et la France? Est-ce que justement ces échanges entre artistes, c'est important en fait que les artistes bougent, en fait, se fassent justement les Français, les artistes français aillent en Moldavie, les artistes moldaves viennent en France. C'est important d'échanger justement les cultures. Ça permet de mieux nous connaître. Tout d'abord, comme je disais, on est pays latine, on est des pays latines. Et la langue
c'est quelque chose du plus facile à rassembler, à se faire comprendre. Par exemple, on a plusieurs projets, on a eu les dernières années par les spectacles de notre théâtre ont été présentés ici. Et au début, c'était vraiment cet attachement, mais aussi la demande de nos concitoyens d'avoir les spectacles en roumain. Et à un moment donné, nous, on insistait énormément d'avoir les spectacles avec le sous-titrage en français pour faire aussi que les concitoyens français comprennent mieux, et c'est le partage culturel. Et les dernières démarches qu'on a, c'est vraiment d'avoir plus des échanges entre les théâtres, entre les artistes, pour organiser les différents événements en commune, parce que il y a plusieurs éléments qu'on partage. Ou par exemple, aussi c'est une initiative ici en France. On a chaque année, on a eu l'année 2024 première édition, cette année au mois d'octobre la deuxième édition du festival d'or de Casse. C'est comme on a envie de partager cet élément de la maison. L'année passée, c'était seulement pour le public qui parle roumain, mais à un moment donné, j'ai dit c'est très bien, mais c'est des efforts énormes pour organiser un tel événement, et c'est mieux d'inviter aussi les Français, les citoyens étrangers, pour faire découvrir la Moldavie et la tradition. Et cette année, on a eu vraiment aussi plusieurs Français qui ont participé au festival. Ou par exemple, il y a une autre initiative, c'est le marché de Noël, mais c'est le marché des artisans moldaves. Et le 14 décembre, cette année, on se dit directement, on invite les personnes qui parlent roumain, et on invite toutes nos amies, parce que c'est vraiment de grands efforts. Mais de même façon, comme il y a les artisans, mais il y a aussi les chants traditionnels pour le Noël et pour les fêtes de la fin de l'année, c'est mieux que tout ça est partagé et présenté aussi par les autres. Et comme ça, on fait découvrir le pays. Je terminerai par une dernière question. Est-ce que vous avez un message personnel à adresser aux Français qui veulent justement découvrir la République de Moldova? Tout d'abord, je crois que on n'est pas seulement une destination touristique, et c'est d'ici que j'insisterai auprès de chers amis français, parce que personnellement, j'étais très touchée au début de la guerre en Ukraine. On a eu des centaines d'appels téléphoniques et des messages de la part des citoyens français en nous demandant comment ils peuvent nous aider avec la gestion des réfugiés ukrainiens. Et à ce moment-là, je dis, waouh, il existe cette humanité, pas à explorer, ou plutôt, elle est très vivante dans les situations de crise. C'est pour ça que j'insiste qu'il n'y a pas seulement des concitoyens, mais vraiment, c'est des amis français. Je vous invite à découvrir la Moldavie, de visiter la Moldavie, qui est un pays au cœur de l'Europe, pas assez bien connu, mais dans lequel réside un charme, une âme, un cœur, et il y a des traditions, la cuisine traditionnelle, les plus renommées caves du monde, la tradition vitivinicole. Mais finalement, je vous invite à découvrir les Moldaves, le peuple moldave, qui dans tout ce qu'ils font, ils mettent du cœur, de l'âme, et toute cette partie de l'hospitalité. Et en découvrant l'âme moldave, vous serez vraiment très touchés, mais finalement, je crois que aussi très transformés, et vous serez notre ami et à nos côtés pour toujours. Merci beaucoup. Je tiens à remercier son Excellence Madame Corina Kalugaru, ambassadrice de la République de Moldova, d'avoir répondu à nos questions. C'est l'heure de retrouver nos partenaires. Tout à fait.
Et oui, alors la Fédération France-Slovaquie, association européenne apolitique qui vous fait découvrir la Slovaquie comme à la maison. Eh bien, ce samedi 6 décembre, demain, on fêtera Mikuláš, Saint-Nicolas, avec les enfants de Petit Slavic. Vous allez voir l'affiche un bel après-midi à 14 h au 9 rue des Jardins à Asnières-sur-Seine avec du théâtre par la troupe Omniglotti de Munich, des ateliers théâtre pour petits et grands et bien sûr l'arrivée de Mikuláš, l'arrivée de Saint-Nicolas avec plein de surprises pour les enfants. Renseignements et inscriptions sur petitslavic@gmail.fr et franco-slovaque@laposte.net. Et puis, bien sûr, vous pouvez suivre la Fédération France-Slovaquie sur Facebook, mais aussi sur le site france-slovaquie.com. Tout à fait. Et nous passons à notre deuxième partenaire, l'AKI, qui pense que la beauté, l'art, le style doivent être accessibles à tous et au service du bien-être de chacun. Et l'association L'Aki délivre les formations en images aux personnes en insertion sociale pour leur apprendre à mieux maîtriser leur image, à intégrer plus facilement le milieu professionnel. Elle prend en charge les relooking des hommes et des femmes en situation de vie difficile. Et L'Aki dispense aussi les formations aux étudiants du cycle supérieur afin de les former à mieux maîtriser la communication non verbale. Eh ben merci. Puis favoriser leur entrée dans la vie active, c'est important. Tout à fait. Ça. Et bien donc, avant de passer au journal, un petit mot tout d'abord de la rédaction. À partir de cette semaine, 2 nouveaux pays font désormais partie de l'info dans Bienvenue à l'Est. C'est l'Albanie, dont on vous parle déjà parfois, et puis la Grèce. Et oui, comme ça, on a tous les Balkans réunis. Il est presque 20 h, place au journal. Pologne. L'État cherche à contrôler son réseau alimentaire en rachetant les magasins Carrefour du pays. La Pologne envisage de racheter les magasins Carrefour du pays via un groupe public. L'objectif serait de créer une grande chaîne nationale de distribution alimentaire. Le gouvernement veut ainsi soutenir les agriculteurs et stabiliser les prix. Carrefour compte environ 800 magasins en Pologne. Ce serait un premier pas vers un réseau alimentaire contrôlé par l'État. Mais la décision est retardée, le coût du rachat étant jugé très élevé. Lituanie, pas touche à la liberté des médias lituaniens. Hier, le président Gitanas Nausėda a mis en garde la coalition du pouvoir contre la pression croissante exercée sur la chaîne publique LRT, insistant sur le fait que toute modification législative doit respecter la neutralité politique et la transparence. S'exprimant à Riga, chez nos amis lettons, il a déclaré que le classement élevé de la Lituanie en matière de liberté des médias ne devait pas être compromis quelques jours après avoir approuvé une décision parlementaire visant à geler le budget de la LRT jusqu'en 2028 afin d'atteindre les objectifs en matière de dépenses de défense. Cette décision intervient dans un contexte de protestation contre les amendements accélérés abaissant le seuil de révocation du directeur de la LRT, une législation qui, selon ses détracteurs, vise à placer la chaîne sous contrôle politique. Pour information, selon Reporters sans frontières, la Lituanie est 14e au classement de la liberté de la presse. À titre de comparaison, la France est 25e, elle a perdu 4 places cette année. Sur le podium, la Norvège reste toujours en tête, suivie de l'Estonie qui gagne 4 places cette année et qui monte donc du coup sur le podium, suivi des Pays-Bas. La République tchèque, elle, a rejoint le top 10 en gagnant 7 places. Et puis pour le dernier du classement, c'est l'Érythrée, 180e, et Lanterne Rouge. République tchèque, le nouveau Premier ministre arrive lundi. Oui, le président Petr Pavel a annoncé hier soir qu'il nommerait le milliardaire Andrej Babiš au poste de Premier ministre après que le leader de l'ANO se soit engagé à régler son conflit d'intérêts en confiant sa holding Agrofert à un administrateur indépendant. Andrej Babiš, dont le parti nationaliste ANO a remporté les élections d'octobre et obtenu une majorité de 108 sièges avec les partis nationalistes du SPD et des motoristes, prévoit de léguer le groupe à ses enfants. Le président Petr Pavel évalue toujours les ministres proposés. Bien oui, il faut montrer patte blanche.
La Croatie approuve un nouvel investissement en matière militaire. Oui, 2,1 milliards d'euros, c'est ce que le gouvernement croate a approuvé hier, un investissement record pour moderniser ses forces armées. Le plan prévoit l'achat de 44 chars allemands Léopard A28 pour 1,5 milliard d'euros, ainsi que de 18 obusiers français, modèle César 155 mm, et de 4 systèmes anti-drones développés conjointement par des entreprises croates et polonaises. L'armée acquérera également 420 camions Tatra auprès du constructeur tchèque. Les livraisons devraient commencer en 2026, la majeure partie du financement provenant du programme SAFE de l'Union européenne et le reste du budget national. Union européenne, un accord politique sur la déforestation. Hier soir, les députés européens ont conclu un accord politique visant à reporter d'1 an la mise en œuvre de la loi phare de l'Union européenne contre la déforestation et ont inséré une clause de révision en 2026 qui pourrait rouvrir le dossier. En vertu de cet accord, les entreprises qui commercialisent du cacao, du café, du soja, de l'huile de palme, du caoutchouc, du bétail et du bois sur le marché de l'Union européenne auront jusqu'à la fin de 2026 pour prouver que leur chaîne d'approvisionnement ne contribue pas à la déforestation. À noter que suite au lobbying des libraires indépendantes, les produits imprimés, les livres, les journaux, les images sont exemptés. Le Parlement devrait approuver l'accord lors de la session plénière du 15 décembre, mais l'accord des gouvernements de l'Union européenne est encore nécessaire. Musique, les retraits de l'Eurovision se multiplient alors qu'Israël reste en course. La Slovénie, l'Irlande, les Pays-Bas et l'Espagne ne devraient pas participer à l'Eurovision de l'année prochaine à Vienne. Et pour cause, hier, l'Union européenne de radio-télévision a voté pour maintenir Israël dans la compétition, malgré les avertissements de plusieurs radiodiffuseurs publics. L'Allemagne avait toutefois menacé de se retirer si Israël n'était pas invité. Les diffuseurs islandais, portugais et belges se prononceront, eux, sur leur participation dans les prochains jours. Affaire donc à suivre. Littérature et un prix littéraire français, et pas n'importe lequel, pour une autrice slovaque. Oui, une nouvelle qui m'émeut beaucoup. Je suis très fier de l'avoir présentée lors de la dernière nuit de la littérature. Merci à l'Institut slovaque de Paris de m'avoir permis de le faire. On l'avait invité aussi en plateau parce que son livre vaut vraiment le détour. Hein. Tu le sais, Anna. Tout à fait. Et je l'ai adoré. Eh ben oui. Et on n'a pas été les seuls à l'adorer. Hier, l'autrice slovaque Sylvia Majerska a reçu des mains de l'Académie française le prix Théophile Gautier pour son recueil de poésie Blanc-Seing, publié chez Gallimard. Un grand bravo à elle. Gratulujem. L'info en plus, la France a augmenté le montant maximal de l'aide au retour volontaire. Oui, ce montant passera de 2 500 € à 3 500 € dans le cadre des efforts visant à encourager les migrants en situation irrégulière à retourner dans leur pays d'origine. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a versé 6 908 aides de ce type en 2024, principalement à des ressortissants albanais, géorgiens et maghrébins. Cette augmentation s'appliquera également aux ressortissants étrangers réadmis en France dans le cadre de l'accord de retour 1 pour 1 conclu cet été entre Paris et Londres. Et on continue avec le journal des sports. On commence la danse et les IDO World Champion 2025 qui se sont déroulés à La Panne en Belgique. Et 3 nouveaux titres de champion du monde de danse pour le triple champion de Slovaquie et d'Europe de danse, David Oudiak. Tout d'abord dans la catégorie danse jazz, vous verrez la photo du champion. Tout d'abord la danse jazz où il devance le Slovène Mark Maj Persou et le Canadien Robert Shordas, mais aussi dans la catégorie show dance solo et dans la catégorie solo dance moderne et contemporain. David Oudiak est le seul danseur slovaque à obtenir ce résultat. 9 compétitions, 9 médailles. Non, c'est juste avant. C'est le monsieur sur le podium. Rien avant, c'est quoi? Ah bon, c'est étonnant. Moi, je l'avais, mais bon. Alors, voilà, c'est David Oudiak. On vous montrera
Cette semaine était consacrée aux équipes nationales, notamment avec la Ligue des Nations. Ce mercredi, le comité exécutif de l'UEFA, par la voix de son président Alexander Ceferin, a désigné la DFB, la Deutscher Fußballbund, la fédération allemande de football, pour l'organisation de l'Euro féminin 2029, et ce aux dépens de la Pologne et du duo formé par le Danemark et la Suède. À noter que c'est la 3e fois que l'Allemagne devient pays hôte lors de la compétition. Après l'Euro 1989 et l'Euro 2001, 2 éditions qui ont vu l'Allemagne victorieuse. Il faut dire que l'Allemagne, c'est déjà 8 titres de championne d'Europe. Les 16 équipes qualifiées s'affronteront dans 8 stades allemands à Cologne, Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Hanovre, Leipzig, Munich et Wolfsburg. Rendez-vous à l'été 2029 pour savoir qui va succéder à l'Angleterre. Football avec la Google Pixel Bundesliga Frauen et la 12e journée. Et la 12e journée, oui, avec un match d'ouverture, qui oppose ce soir les Louves du VfL Wolfsburg et le SC Freiburg de la défenseuse Luca Emilie Bergholz. Alors un match qui vaut vraiment le coup, qui ne manque pas de suspense, puisqu'à la mi-temps, Wolfsburg, les Louves étaient menés 1-0 grâce à un but de Egli pour le SC Freiburg dès la 11e minute. Wolfsburg a égalisé, elle, à la 51e minute avec Kieland, et elle a marqué à la 68e par Dijkstra. Par Dijkstra. Donc normalement, il reste pas longtemps, il reste 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire, et donc Wolfsburg mène 2-1. Le match est plutôt serré. On ne sait pas si les Loups vont s'en sortir. LC Freiburg, c'est toujours un club piège. On ne sait jamais. Il ne faut jamais les prendre à la légère. C'est plutôt... c'est jamais facile. Et puis donc dans les autres rencontres du week-end, on peut citer le match entre l'Eintracht Frankfurt, qui compte un match en moins face au leader du FC Bayern, le SGS Essen, qui est en train de continuer sur sa lancée face au FC Nuremberg. Une victoire pourrait les faire sortir de la zone rouge, tandis que Hambourg affrontera dimanche Cologne, actuel 8e du classement, à 5 points d'une place européenne. Et en parlant de place européenne, cette semaine, ce sera la 5e journée de la Ligue des Championnes. Et oui, tandis que l'Eintracht Frankfurt et Nuremberg joueront leur match en retard de la 11e journée de Bundesliga Frauen, eh bien, ce sera place à l'Europe avec cette 5e journée appétissante au regard des matchs avec, entre autres, un duel Espagne-Allemagne à travers les matchs Real Madrid VfL Wolfsburg et Atlético Madrid FC Bayern. Avantage au classement pour les clubs allemands, mais le football reste le football. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, rien n'est joué. Il faut dire qu'au classement, les 5 premiers clubs se tiennent en 1 point. Dans les autres matchs, eh bien, les Autrichiennes de Saint-Pölten joueront les troubles fêtes face à la Juventus, qui n'est pas à l'abri d'une non-qualification. Le PSG tentera de sauver sa tête face aux Belges de Leuven. Le Paris FC se déplacera en Norvège sur le terrain de Vålerenga. 2 équipes à égalité de points, mais l'une est pour l'instant encore européenne, l'autre pas. Toujours côté français, les Fenotes de Lyon auront fort à faire face au Manchester United de Jess Park. Que dire des autres matchs? Arsenal Twente, le Barça qui accueillera le Benfica, ou encore Chelsea qui affrontera la Louve de la Roma. J'ajouterai un petit mot sur le tirage au sort du mondial 2026 masculin. Pour l'instant, donc, côté français, on a tout. Voilà, on peut noter que la France affrontera le Sénégal, la Norvège, et je ne vois pas de là. Elle est le winner des playoffs 2. L'Allemagne jouera la Côte d'Ivoire et l'Équateur. La Croatie jouera l'Angleterre, gros client, et le Panama. Enfin voilà, vous avez les résultats des tirages au sort en direct sur Armada. Tout à fait. Merci la régie. Merci. Et c'est la place à l'actu européenne Fashion. Nanushka, une marque hongroise ancrée localement mais résolument internationale.
Nanushka est une marque hongroise fondée en 2006 par la designer Sandra Sandor. Elle s'est imposée comme l'un des labels les plus influents d'Europe centrale. Son esthétique mêle minimalisme, douceur et touche artisanale inspirée de la culture hongroise. Le cuir vegan, matériau signature, a largement contribué à sa notoriété internationale. Les collections combinent fonctionnalité, sophistication, silhouette épurée. La marque se distingue par une approche durable, intégrée de manière naturelle, non militante. Nanushka est aujourd'hui présente dans les grandes capitales de mode, notamment Paris et New York. La collaboration avec Zara en 2024 a élargi son public tout en renforçant son image contemporaine. Nanushka joue un rôle de pont entre l'esthétique centro-européenne et les attentes globales du marché. Son succès inspire de nombreux jeunes créateurs de la région cherchant à s'exporter et le label représente désormais un modèle de modernité consciente, ancré localement mais résolument international. En décembre se tient Sarajevo Fashion Film Festival. Le Sarajevo Fashion Film Festival, basé à Bosnie-Herzégovine, est un événement annuel dédié aux fashion films, courts-métrages et vidéos sur la mode. Créé en 2015, il met en avant la créativité visuelle et la narration autour de la mode, loin des défilés traditionnels. Le festival propose une compétition officielle avec plusieurs catégories, notamment meilleur film, meilleure réalisation, meilleure photographie et meilleure direction artistique. En parallèle, il organise des ateliers, des conférences, des mini-défilés offrant un espace d'échange pour les designers, stylistes, réalisateurs, photographes. Le Sarajevo Fashion Film Festival attire des talents de la région, mais aussi à l'international, faisant de Sarajevo un point de rencontre pour la mode et le cinéma. Et c'est un lieu idéal pour découvrir des créateurs émergents, des approches innovantes de la mode à travers l'image. Le festival contribue à valoriser la scène mode d'Europe de l'Est sous un angle artistique et médiatique, en donnant une visibilité bien sûr mondiale aux projets les plus originaux, et la date du 13 décembre est à confirmer. On poursuit avec l'actualité concernant la marque Fast Fashion Shein. Shein a ignoré pour la 3e fois une convocation de la Commission de développement durable à l'Assemblée nationale. Les députés dénoncent une attitude irrespectueuse et saisissent la procureure de la République. C'est une première pour une commission permanente. Shein invoque la procédure judiciaire. D'ailleurs, ils étaient aujourd'hui au tribunal. Et c'était pas encore fini le procès. Tout à fait. L'affaire s'ajoute donc aux sanctions déjà reçues en France pour pratiques trompeuses et la commission enquête notamment sur la vente de produits interdits sur la plateforme. Le label Made in Italy est entaché par un scandale sans précédent. Une enquête menée par les procureurs de Milan a mis en lumière des conditions de travail extrêmement dégradées chez les sous-traitants italiens du secteur du luxe. Des ouvriers auraient dormi dans les ateliers, été payés des salaires misérables tout en produisant des articles ensuite vendus plusieurs milliers d'euros. Depuis 2024, en produisant plusieurs grandes maisons, parmi elles une filière de Armani et le spécialiste du cachemire Leronia Piana, du groupe LVMH ont été placés sous administration judiciaire. Le scandale secoue l'image longtemps idéalisée du Made in Italy, perçu comme un gage d'artisanat, d'éthique et de qualité. Il remet en question la légitimité du label. Le fait qu'un produit porte la mention Made in Italy ne garantit plus forcément des conditions de fabrication respectueuses des droits de travailleurs. Et cette crise révèle un problème structurel. La sous-traitance, parfois multiple, rend le contrôle sur la chaîne de production très difficile, voire même pour les grandes marques. Ces révélations pourraient entraîner un durcissement des contrôles, voire des réformes pour restaurer la confiance dans le luxe italien ou au moins la transparence des chaînes d'approvisionnement. On passe à la météo européenne. Vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale, et bien sachez qu'il ne fera pas vraiment beau la semaine prochaine. En revanche, au sud des Carpates, ça sent le soleil. Samedi matin, hormis en Ukraine et quelques éclaircies en Biélorussie, ce sera couvert, voire pluvieux sur toute l'Europe centrale, orientale et balkanique.
Côté température, elles seront fraîches sur le front est. Ça variera de -1 degré à Kiev jusqu'à 5 degrés à Riga. Sur l'Europe centrale, on attend 1 degré à Minsk, à Berlin et à Prague, 5 degrés à Varsovie. Au sud des Carpates, il fera 4 degrés à Ljubljana, 5 degrés à Bratislava, 6 degrés à Sarajevo, 9 degrés à Skopje et à Belgrade où on attend de la pluie. Autour de la mer Noire, il fera 2 degrés à Chisinau et 6 degrés à Bucarest et à Sofia. Le maximum, ce sera pour Tirana et Athènes avec 10 degrés. Samedi après-midi, hormis un ciel voilé en Ukraine et des éclaircies en Biélorussie, en Tchéquie et en Hongrie, ce sera encore couvert. Côté Mercure, ça variera sur le front est de 2 à 4 degrés. Au nord des Alpes et des Carpates, ça variera de 3 degrés comme à Prague à 5 degrés comme à Varsovie, 4 degrés à Berlin. Au sud des Carpates, on attend 6 degrés à Ljubljana, 7 degrés à Bratislava et à Sarajevo, 8 degrés à Belgrade, 9 degrés à Skopje et 11 degrés à Tirana en Albanie, où on attend de la pluie à Korçë. 16 degrés à Athènes. Autour de la mer Noire, il fera 5 degrés à Chisinau et 6 degrés et de la pluie pour Bucarest et Sofia. Dimanche matin, tout le continent jusqu'aux abords de la mer Noire sera sous les nuages, sauf au sud des Carpates, et les éclaircies vont pointer leur nez. Il y a même un risque d'ondée sur Prague et Riga. Côté température sur le front est, ça variera de -2 degrés à Minsk jusqu'à 2 degrés à Riga, -1 à Vilnius, 1 degré à Kiev. Sur l'Europe centrale, il fera 4 degrés à Varsovie, 5 degrés à Prague, 7 degrés à Berlin. Au sud des Carpates, on attend 4 degrés à Sarajevo, 5 degrés à Bratislava, à Ljubljana, 6 degrés à Belgrade avec de la pluie, 7 degrés à Skopje, 10 degrés à Athènes et 12 degrés à Tirana. Autour de la mer Noire, on attend 2 degrés à Chisinau, 5 degrés à Bucarest et 6 degrés à Sofia. Dimanche après-midi, hormis du soleil en Allemagne et en Hongrie et un ciel voilé en Slovénie, ce sera couvert partout ailleurs sur le continent, voire pluvieux, comme sur Belgrade ou encore sur la moitié sud de l'Albanie. Côté Mercure, sur le front est, ça variera de 0 à 4 degrés. Au nord des Carpates, on attend une moyenne de 7 degrés avec un minimum pour Varsovie, avec 4 degrés à Varsovie. Au sud des Carpates, ça variera de 6 à 8 degrés, 5 degrés à Sarajevo, 6 degrés à Ljubljana, 6 degrés à Belgrade avec de la pluie, 7 degrés à Bratislava, Budapest et Zagreb, 8 degrés à Skopje, 10 degrés à Tirana et le maximum pour les Balkans avec 11 degrés à Sofia. Autour de la mer Noire, on attend 6 degrés à Chisinau et 7 degrés à Bucarest. Merci Jérôme et place à l'agenda. Alors l'agenda, oui, on va rappeler le 7 décembre à 19h30, bien sûr, l'Institut slovaque et l'ambassade de Slovaquie organisent le concert de Noël à l'église de la Madeleine avec l'une des plus belles voix de l'opéra de Slovaquie au programme Mozart, Puccini, Handel, Offenbach, Verdi et des chants de Noël. Réservation avant le 2 décembre. C'est déjà cuit, donc voilà, je pense que ça va être plein. Vous pouvez suivre la fédération, voilà aussi. Ouais. Je pense à ma fédération. Oui. Voilà, allez voir ce concert. Il va être magnifique. Déjà, le cadre, Madeleine, c'est. L'Institut Litz propose le 10 décembre à 16h le spectacle pour enfants à Cocaland, une performance de danse interactive interprétée par Rita Gobi, danseuse, chorégraphe, professeur diplômé de l'Académie hongroise de danse. Et ce spectacle mêle mouvement, imagination et participation du jeune public dans un univers poétique propre à l'artiste. L'événement se déroule au consulat de Hongrie, situé 7 Square Vergen, dans le 15e. Une occasion idéale pour découvrir la créativité de la scène chorégraphique hongroise à travers une expérience ludique et immersive. Et on passe tout de suite à notre interview avec Kamila Isa. C'est du cinéma. Le cinéma des Balkans. Elle est photographe, réalisatrice, productrice et surtout fondatrice et présidente, directrice générale de l'association Cinéma des Balkans. Encore merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, depuis quand existe l'association Cinéma des Balkans et pourquoi l'avoir créée? L'association Cinéma des Balkans existe depuis 2024. Donc, je suis la fondatrice et je ressentais le besoin d'affirmer, de concrétiser cet amour pour les Balkans et faire des recherches concrètes pour le cinéma de ces pays-là qui reste quand même inconnu
en France et sachant qu'il y a beaucoup de personnes originaires des Balkans en France qui ne connaissent pas forcément l'histoire du cinéma de leur propre pays, mais ils sont amenés quand même à étudier l'histoire du cinéma d'autres pays. En ignorant donc le cinéma de leurs racines, je pensais que c'était évident de fonder cette association-là. Quand on a réussi à la fonder avec Tuğçe Dervişoğlu et Marie Blanc. Donc Tuğçe, c'est mon associée, elle est turque d'origine, et Marie Blanc, elle est d'origine bosniaque. Toutes les trois, on a réussi à créer cette association en 2024 et on était tellement fiers. Moi, je pense toujours que ça sera le but de ma vie, de tenir à cette association-là et de pouvoir créer beaucoup de choses en France. Alors, ces principaux objectifs, c'est quoi? Alors, comme on l'a fondée dans un cercle étudiant, au début, c'était pour motiver les étudiants qui ont des origines balkaniques, qui pourraient se sentir un peu moins légitimes, on va dire, dans le milieu cinématographique, qui est quand même assez compliqué, surtout dans le milieu professionnel, de les motiver, de les conseiller, de les accompagner dans leurs projets audiovisuels. Mais même si on est une association de cinéma, on ne se limite pas que dans les projets audiovisuels, mais aussi tout ce qui concerne l'art, la musique, l'audio, l'image, voilà. Mais aussi, nous n'avons pas que des projets audiovisuels, des tournages. Notamment, on a aussi en disposition des salles de montage, des lieux de travail qu'on prête aux membres de notre association, mais qu'on conseille aussi dans la méthodologie pour tous ceux qui... Ça représente une première fois, un premier projet. Mais aussi, on organise des expositions photos. Là, actuellement, nous avons une expo photo dans un bar dans le 5e. Le bar, il s'appelle Bistrot des Artistes. C'est Hugo Dervişoğlu qui expose en ce moment ses photographies argentiques jusqu'à dimanche. Donc, je vous donne l'adresse. Si jamais vous voulez aller voir, c'est au 6 rue des Anglais dans le 5e. L'exposition photo, c'est sur le sujet de la solitude et on prépare une expo collective sur le sujet de la mort. Wow, voilà. Ça, c'est un sujet. Ça, c'est un sujet. Donc oui, on a beaucoup d'événements et c'est surtout, on organise aussi des projections pour des films qui sont déjà réalisés pour faire un peu connaître le cinéma balkanique en France par des réalisateurs qui sont déjà affirmés. Juste par rapport à l'exposition, pourquoi le sujet de la mort? Parce que c'était un sujet commun qu'on a retrouvé entre les membres de l'association et comme c'est un projet collectif, on s'est donné ça comme sujet pour maintenant, mais après on organise sur d'autres thématiques aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous étudiez donc les étudiants, ils peuvent venir de partout. Ils peuvent être étudiants en cinéma, étudiants de partout. Oui, ils peuvent être étudiants d'origine balkanique ou pas. Notre but, c'est d'avoir quand même un lien avec les pays balkaniques. Donc, ça peut être très bien des étudiants français avec un lien ou un amour, une recherche envers les pays balkaniques. Mais ça peut aussi ne pas être des personnes qui sont en études. Il y a beaucoup de semi-professionnels et voire professionnels dans notre association. Donc, on est une mixité de personnes dont le but est quand même pédagogique et pouvoir donner des conseils à ceux qui font leur premier pas dans le cinéma, pouvoir apprendre et recevoir aussi des connaissances pratiques et théoriques dans un cadre très amical. Très très bien, c'est une bonne idée ça. On va parler du cinéma des Balkans et alors ce qu'il y a c'est que il y a eu plusieurs événements depuis la création de l'association. Le 3 octobre dernier, vous avez hébergé l'Asterfest Film Festival pour la projection du chef-d'œuvre de 1994 signé Miłosław Manchewski, Przed deszczem, Before the Rain pour son titre en anglais. C'était un événement exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. C'est la première fois que le festival Asterfest nous fait l'honneur de venir en France. Ça a été une collaboration avec Goran, qui est le fondateur du festival Asterfest. Ils sont venus jusqu'ici en France. On a fait une projection de Before the Rain, qui était quand même un film assez connu en France depuis sa sortie en 1994, si je ne m'abuse. Et il a été très bien reçu quand même. C'était important de le projeter après tant d'années de sa sortie. Ça nous rappelle
Et ça nous apprend pour les nouvelles générations l'histoire qu'il y a entre les pays voisins dans les Balkans. Un film, un chef-d'œuvre qui a eu une très 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 belle réception, même 20 ans plus tard. Et donc, ça a été un plaisir de rencontrer, de faire connaître Asterfest et d'établir le lien dont on avait besoin d'établir avec la Macédoine du Nord. Et puis enfin, il y a eu le 19 novembre dernier, qu'il y a eu lieu donc la première française du film Aïché de Nejmi Sanjak, un film de 2024 qui a remporté bon nombre de prix. Et cette projection a eu lieu à la Cinémathèque universitaire Sorbonne Nouvelle. L'histoire, c'est celle d'Aïché, qui vit avec son frère adulte atteint de trisomie 21, Ridvan, dans les quartiers périphériques d'Istanbul, en constante expansion et en perpétuelle mutation. Leur père, hospitalisé depuis longtemps, se trouve au seuil de la mort lorsqu'un chauffeur routier international habitué de la station-service où elle travaille lui propose le mariage. Aïché se retrouve partagée entre son destin et ses rêves. On en parle juste après. Voici la bande-annonce. İshali kötü beslenmesinden kaynaklanıyor olabilir. İyi beslenmesi, vitamin alması lazım. Tamam. Ayşe merhaba. Selam yok mu? Sana Bulgar'dan hediye aldım. Elektrikli sigara, ateşsiz olandan. Ayşe? Rızvan nerede? Gebertirim seni! Kardeşime dokun! Lan seni de yakarım mahalleydi! Ya ben hiç sevilmedim. Sevdilerse de haberim yok benim. Ama sevmek nedir bilirim. Bir dahaki sefere söz hiçbir şey yapmayacak değil mi Rıdvan? Hah. Alors ce film Aïché a été primé plusieurs fois, meilleure réalisatrice, meilleur réalisateur, meilleur premier film, meilleure actrice pour Binur Kaya au Festival d'Antalya Golden Orange Film Festival 2024, mais aussi à Istanbul, au Caire. Pourquoi avoir choisi de présenter ce film et puis surtout, comment a-t-il été reçu par le public parisien? Aïché a un parcours très particulier comme film. Pour le contexte, Nejmi Sanjak, il avait un distributeur en Turquie, très très grand, une boîte de distribution très grande, qui finalement a tout annulé parce qu'il est activiste palestinien, le réalisateur, et du coup, ce dernier, il a mené le combat tout seul, il a trouvé des distributeurs dans tous les différents pays, notamment en France par Tuğçe Dervişoğlu, qui fait partie de l'association Cinéma des Balkans. Et nous avons fait une première avec notre association et on a fait 2-3 sorties en salle, mais Tuğçe donc continue sa mission de distribution. Il y aura sûrement d'autres sorties en salle, forcément donc pour la semaine de la trisomie 21, le jour du 21 mars, on pense faire des sorties à ce moment-là. Tuğçe nous confirmera son travail très bientôt. Alors, on va parler plus précisément du cinéma des Balkans. On l'a vu, vous êtes passionné de cinéma. Le cinéma des Balkans remonte pourtant à plus d'une centaine d'années, puisque le premier film
Razgled po Ljubljani a été tourné à Ljubljana, aujourd'hui capitale de la Slovénie, à l'automne 1898 par le studio des Frères Lumière. Et pour cause, Ljubljana se remettait encore du séisme de Pâques, le séisme le plus destructeur qui soit arrivé le dimanche 14 avril 1895, lors du dimanche de Pâques. Dans ce qui deviendra la Macédoine du Nord, le premier film date de 1905. En Serbie, c'est en 1909. Et puis, il y a eu Golfo, le premier film grec en 1914, un film en fustanel, en costume traditionnel, signé Konstantinos Bahatori. En Croatie, c'est 1917, avec Brčko ou Zagrebu d'Arsen Mas. Je ne vais pas faire toute la liste, mais on voit bien que le cinéma des Balkans est en train de naître à cette époque. De naître à cette époque. Et puis, nous sommes en 1929. On arrive en 1929 quand arrive le film Astéro. Astéro du grec Dimitris Gaziadis. Et ce film va vraiment marquer l'histoire du cinéma. Oui. En fait. Alors, ce film, Astéro, il a deux versions. Il y a la première qui a été faite en 29 et la deuxième en 59. Donc, il y a une grande différence, mais quand même le même amour pour ce récit un peu fantastique, j'ai envie de dire, parce que même aujourd'hui, comme je disais, dans les réseaux sociaux, on utilise l'expression Astéro pour... parler d'une femme folle parce que le récit a tellement marqué en fait la population grecque et même ce film de 59 il a été distribué en France aussi par Étoile Film et donc je voulais parler du film de 29. En fait c'était une version silencieuse qui a été perdue, ensuite retrouvée et restaurée en ajoutant quelques parties de discours, mais il faut quand même surligner la deuxième version de 59, oui. Avec Aliki Vujuklaki, qui est quand même une actrice phare du cinéma grec. C'est comme Monica Bellucci en Italie, si je peux comparer. Et on voit quand même beaucoup de similitudes, une fidélité entre les deux versions. Mais c'est surtout grâce aux moyens qu'ils avaient à la deuxième version que le film a pu exister beaucoup plus de façon internationale. D'accord. Et alors, les années passent. Aujourd'hui, on a des réalisateurs stars issus du cinéma des Balkans. Je pense aux plus connus, Emir Kusturica, Kamen Kalev, Shumanchevski, on en a parlé. Le fait d'avoir des réalisateurs aussi talentueux, ça aide à la reconnaissance internationale du cinéma balkanique, c'est sûr. Bien sûr, si je sors maintenant à la rue et que je commence à interviewer les gens, dites-moi un réalisateur balkanique. Vous savez quel est le premier nom qui va sortir? Kusturica. Ouais. Et ben, c'est sûr que ça aide beaucoup, mais je dirais que c'est pas suffisant. En fait, je trouve que, à titre personnel, je trouve que les Français, ils n'ont pas assez de culture balkanique, si on peut dire, alors qu'ils ont beaucoup de culture pour d'autres pays. Ça reste quand même une zone géographique assez floue au niveau de l'art et du cinéma. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Même du point de vue géographique, ça reste flou pour beaucoup. Oui, exactement. On a les festivals. Aujourd'hui, on compte pas mal de festivals de cinéma dans les Balkans, comme le Festival international du film de Sarajevo, le Festival du film de Thessalonique, le Festival du film de Sofia en Bulgarie. Ces festivals sont hyper importants pour la visibilité du cinéma des Balkans. Mais en France, on en est où ? Parce que c'est vrai que la culture, au niveau culturel, on ne connaît pas trop en France, mais au niveau des festivals en France. Au niveau des festivals cinématographiques concernant les Balkans en France, c'est une très bonne question. On a vu que les Arcs tout à l'heure, ils allaient mettre la Grèce et puis aussi des films d'Europe centrale et orientale en exergue à travers les films, par exemple, qui passent aux Oscars. Mais c'est vrai... C'est un petit peu, il faut booster quoi. Moi, je connais beaucoup de coproductions qui se passent dans différents pays balkaniques, mais niveau festival, on n'en est pas là encore. Je ne sais pas pourquoi il y a cette absence, comme je disais au début, mais je suis là pour combler ce manque. Moi, comme vous, comme tous ceux qui s'intéressent à cette culture-là, à ce cinéma-là, et j'espère qu'on est dans une phase de progrès et que bientôt on sentira plus cette absence. Ouais. D'ailleurs, un petit clin d'œil au festival du film slovène, qui vient de faire sa deuxième édition. Sa deuxième.
comment dirais-je, les films des Balkans, au même titre que ceux d'Europe centrale et occidentale, quand ils arrivent en France, et de manière générale dans les pays d'Europe centrale, dans les pays d'Europe occidentale, on les voit beaucoup plus en festival, on vient de le dire, que dans les salles proprement dites. Et les festivals parfois mettent la clé sous la porte. Je pense au Festival du cinéma bulgare en France qui avait lieu à Paris et qui a disparu faute de moyens. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait au cinéma des Balkans et d'Europe centrale et orientale pour avoir pleinement accès aux salles de cinéma en France, au même titre que les films américains? Encore une très bonne question. Je ne sais pas si c'est une question de budget ou parce qu'il y a quand même quelques films balkaniques qui sont sortis en salle, mais dans des petits cinémas. Je pense que là, il faudra oser à monter et viser un peu plus haut. J'espère que ça va changer, que notre génération va quand même avoir des ambitions encore plus importantes. Et c'est vrai que la situation est comme vous la décrivez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des festivals. Je sais qu'il y a eu Cinéma des Balkans, je crois, en 2008. En tant que festival, ça a duré 2-3 ans et ensuite ils n'ont plus poursuivi, alors qu'il y a pas mal de producteurs qui voyagent pour faire ces tournages-là. Il y a beaucoup de récits de ces pays-là, notamment concernant le communisme, la situation politique, géographique et tous les conflits qu'il y a eu. Mais il est temps pour les festivals qu'ils reprennent et qu'ils ne s'arrêtent pas surtout. Exactement. On va parler, comment dirais-je, on ne peut pas parler de ce film des Balkans, de parler de cinéma des Balkans sans parler de ce film justement sorti ce mercredi. Et on vous l'a présenté la semaine dernière, c'est Teresa, de la réalisatrice macédonienne Teodora Strogal-Mitevska, qui est rendue célèbre avec son excellent film Dieu existe, son nom est Petrunia, j'ai vu le film, c'est une tuerie. Aujourd'hui, elle revient avec Maïka Teresa pour son titre international avec l'actrice suédoise Noomi Rapace dans le rôle de Mère Teresa et l'acteur tchéco-macédonien Nikola Ristanovski. Une production macédonienne, bosnienne, danoise, belge, suédoise et indienne. Un film distribué dans tout le pays, chose encore trop rare pour une réalisatrice issue des Balkans. Oui, c'est vrai. Alors oui, elle est macédonienne, il me semble, oui, c'est bien ça. Et enfin, le portrait de cette femme, je pense qu'il a été attendu par beaucoup de connaître un peu la vie de Mère Teresa de façon plus cinématographique, on va dire. Et ce qui est très fascinant, je trouve, c'est de découvrir sa vie dans un âge qui n'est pas médiatisé comme nous, on le sait actuellement. En réalité, nous, on a beaucoup d'images de Mère Teresa vers la fin de sa vie. Alors là, c'est vraiment très intéressant de découvrir comment toutes ces démarches ont commencé, comment elle a évolué depuis le début de sa mission. On va voir la bande-annonce tout de suite. These people, children, corpses everywhere. And then us, here. I'm a woman in a system run by men. Me, I'm trapped in here. What are these walls for? This prison, comfortably waiting for the world to change. You must give example if you expect others to follow. Dressed in a simple cotton attire. Praying the rosary while traveling. Am I going mad? I'm full of your pride, dear. You will inspire thousands of others to save millions and millions of lives. You are a mother to everyone. A mother and a saint. Et oui, c'est vraiment Teresa. Actuellement dans les salles. Parlons un peu de l'actualité cinéma avec les Oscars, où pour l'instant on est au stade des candidatures de films par pays. Et du côté des Balkans, on est pas mal gâtés. Prochaine étape le 16 décembre avec la sélection des 15 films demi-finalistes. Et enfin le 22 janvier, où ce sera la sélection des 5 films sélectionnés pour la cérémonie en mars prochain. On peut y croire quand on voit la qualité de ces films ?
Tu demandes ça à une Albanaise. Bien sûr qu'on peut y croire. C'est des films qu'il faut absolument voir. J'ai pas des mots pour dire à quel point c'est important de soutenir cette cinématographie, pas que de façon patriotique, mais surtout pour la qualité que ça représente, pour l'évolution, pour la génération, tout le contexte, mais aussi toutes les images, l'esthétique des films. Ouais. Parlons-en de ces films. Ils sont de plusieurs genres. On va commencer par les drames biographiques avec l'Albanie et le film Luna Park, un film de 2024, un drame de Florence Papas, une production albanaise, italienne, grecque, croate et kosovare avec Adriana Matoshi, Orion Goldashi et Nick Xelilay. L'histoire de Mira, cette mère solitaire dans le paysage de l'Albanie post-communiste. Nous sommes en 1996 et de Tony, son fils adolescent perturbé, qui luttent tous deux contre une vague de violence civile qui déchire le pays. Voici la bande-annonce. Unë do shkoj në ushqime të ty. Ti do përkthesh për mua. Në lek? S'ka lek për sot. Pse? Edhe në pyet. Çfarë kërkon? Kur është mbyll turizmi, e kisha ëndër të hap një restoran. Por si duket do të mbetet vetëm ëndër. Tregom si funksionon e gjithë kjo. Shtëra zjarë për shqiptarët një. Lekët që futë sot, për 3 ose për 6 muaj, merë 3 vishin në lek më marrë. Ne duhet ta shesim shtëpinë. Sa kushton një bilet për ngrishi? Shumë. Këto rove i gjo me gjithë shpirt, ka gjithmonë rrugësire. Il y a aussi des drames historiques, comme pour le Monténégro avec Obraz, Tower of Strain pour son titre en anglais, de Nikola Vucevic, une production monténégrine, serbe, croate et allemande, qui est d'une nouvelle, issue d'une nouvelle de l'universitaire Suvdija Odzic, c'est important de dire les auteurs, et qui est écrit par Anna Vujadinovic et Melina Pota-Koljevic. Un film humaniste dont on vous a déjà parlé, qui raconte l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale d'un enfant monténégrin chrétien qui échappe à une attaque de division SS albanaise ayant détruit son village et tué ses parents, et un étranger albanais musulman, Noureddin Doka, chez qui il trouve refuge. Quelques images de ce film, Obraz. Ja sam još u ratu prijatelju, a vidim ti nisi. Zato čuj što ću sada ti kažem. To vaško dijete u tvojoj kući već je mrtvo. A ti sad odlučuješ hoće li s njim da umre cijela tvoja porodica. Žena ti 4 djece. Nemoj na obraz da mi udoraš. Prijatelju. Et oui, film très très fort, Obraz.
La Bosnie-Herzégovine, elle, a choisi le film Bloom Gospodari svoje budućnosti, Bloom Masters of Their Own Destiny pour son titre en anglais, film documentaire signé Jasmila Jbanic, une production bosnienne qui nous replonge à l'époque de la Yougoslavie à travers l'histoire d'Emeric Bloom comme homme d'affaires, philanthrope, homme politique juif bosnien, maire de Sarajevo de 1980 à 1983, connu pour avoir fondé et dirigé Energo Invest, l'un des plus grands groupes d'ingénierie et d'énergie européens, rien à voir avec Léon Blum. C'est important de connaître l'histoire des Balkans. Le cinéma d'aujourd'hui sert aussi à ça. Oui, bien sûr, c'est très important. Moi-même, j'ai fondé l'association pour découvrir l'histoire que j'ai pas eu l'occasion d'apprendre. C'est important pour ceux qui sont immigrés dans des pays, pour des personnes qui viennent des Balkans, qui sont ailleurs, mais pour les Français aussi qui ne connaissent pas très bien. C'est très important de connaître l'histoire des Balkans pour comprendre la situation actuelle au niveau politique, mais aussi géographique. Et c'est pour ça que beaucoup de films venant des pays balkaniques reflètent ces problématiques-là, l'histoire, les conflits, surtout avec les pays voisins, les conflits religieux, les conflits des régimes politiques. On sait que beaucoup de pays balkaniques ont eu un régime communiste et il y a beaucoup de films aujourd'hui qui parlent des traumas communistes. Moi-même, dans le documentaire que j'ai réalisé, qui est en phase de post-production, qui s'appelle Mater, Inter, qui ne s'aiment plus, parle de ces traumas que le communisme a laissés au pays. Et en fait, je pense que la génération des cinéastes qui ont la chance aujourd'hui de pouvoir faire des films doit en parler comme moyen de catharsis pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Exactement. Et il faut savoir que l'Albanie, c'était vraiment, c'était stalinien au niveau du soutien. C'était vraiment stalinien. On va continuer avec, c'est un peu comme aussi pour la Croatie et son candidat, le docu-fiction Fiume o morte d'Igor Bezinovic, une production croate, italienne et slovène qui revient sur l'histoire de Rijeka, devenue en 1919 Fiume par les Italiens. Alors ça, c'est le film juste après. C'est Fiume par les Italiens et les Hongrois. Dans ce film, les habitants de la ville racontent et réinterprètent l'histoire singulière de l'occupation pendant 16 mois de leur ville, imposée par Gabriele D'Annunzio, soutien de Mussolini, et ce, dans un récit à la fois brutalement factuel et résolument punk. Fiume o morte, c'est un film très drôle, mais très fort aussi. C'est vraiment... on se demande ce qui se passe quand on voit la bande-annonce, par exemple. Mais il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi la société et le fantastique. Il faut dire qu'en Europe centrale et orientale, et par là même dans les Balkans, le cinéma fantastique ne manque pas. Alors on a eu un petit débat avec Anna. Moi je dis, mais c'est eux qui ont inventé le concept. Il y a le premier auteur, Homère. Et toi, tu me dis, non, Homère n'existe pas. Non, parce que c'est une œuvre collaborative et maintenant on sait quand on étudie les manuscrits, les traductions, qu'il y a des différents styles, c'est-à-dire que c'est des styles interposés, c'est écrit, réécrit, on parle des couches en fait. C'est comme pour les chansons de gestes au Moyen-Âge, c'est pareil, il n'y a pas un auteur, c'est plusieurs auteurs et on a des couches. D'accord, donc ils sont une dizaine de scénaristes. Voilà, c'est ça. C'est un groupe de scénaristes. Voilà. C'est comme ça d'ailleurs que c'est meilleur. Et ben oui, et pourtant le fantastique dans le cinéma des Balkans, il y en a partout. Enfin, il y en a partout. Il y en a régulièrement. Et oui, le fantastique se présente depuis toujours dans les films des Balkans, parce que comme je disais, il y a beaucoup de films qui parlent de l'histoire, de la géographie, de la question de la tradition, des empires, des conflits. Et en fait, tout ça, ça ne peut pas passer si on ne rajoute pas un peu de fantastique dans le registre initial. Donc ça passe par les scènes aussi romantiques. Ça peut passer aussi par les choses concrètes pour se ramener petit à petit vers... les choses un peu plus abstraites, à travers le costume. Donc, à partir de choses qu'on comprend, qu'on connaît, qu'on est familier, à des choses que ça nous amène progressivement à y croire, même si on sait que ce n'est pas tout à fait vrai. D'accord. Et puis, il y a la Bulgarie. La Bulgarie qui a opté pour un film dont on vous a déjà parlé ici, Tarika, drame fantastique de Milko Lazarov, une production bulgare, allemande et luxembourgeoise,
l'histoire de Tarika, cette jeune fille interprétée par Vesela Vulcheva, qui souffre d'une malformation osseuse appelée aile de papillon, une maladie congénitale transmise par sa mère. Comme par enchantement, les animaux du village sont frappés par la maladie. La rivière s'assèche et Nicolas, un garçon malade, meurt après s'être lié d'amitié avec Tarika. On va voir l'affiche. Poussé par la xénophobie et la superstition, eh bien, les villageois deviennent de plus en plus méfiants et décident de s'occuper eux-mêmes de cette famille, de la famille de Tarika. Vous reconnaîtrez certainement l'acteur qui joue le rôle de Ali, homme chauve et barbu, qui jouait le rôle de Loboda dans la série Game of Thrones. Samo sam čuo za podoban fenomen. Нарича се Але папилионис, сиреч. Пеперодини крила. Докторе, това опасно ли е за Тарика? Не пускай Тарика надалеч. Вярно ли е, че Тарика има крила? Ти по-добре не ходи в селото. Знам коя си. On parlait de Homer tout à l'heure. La Grèce, elle a choisi le drame fantastique de Yorgos Zois, Arcadia, un film gréco-bulgaro-américain avec Vangelis Mourikis et Angeliki Papoulia, l'histoire de Katerina, neurologue, et de Yanis, médecin légiste en retraite. Une station balnéaire déserte, un véhicule qui tombe par-dessus le parapet d'un pont de pierre, emporté par l'affaire. Eh bien, Katerina commence à rassembler les pièces du puzzle avec Yanis, mais aussi seule lors de virées nocturnes dans un mystérieux bar de plage rustique appelé Arcadia. Voici quelques images. Ξέρω ότι δεν είναι ώρα για ερωτήσεις, αλλά θυμάστε πότε είναι η τελευταία φορά που μιλήσατε μαζί της? Χτες. Πήγε και κάποιος άλλος στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο της είναι στο σπίτι. Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Είχαν ξανάρθει εδώ. Πριν από 2 μέρες. Σίγουρα από κάτι θέλαν να ξεφύγουν. Μόλις κοιμήθη το κύμα. Το ήξερα. Και δεν είπες τίποτα. Τι κάνεις, σταμάτα. Et puis voilà, et puis on pourrait parler des heures. La Roumanie, elle a choisi Trafic de Teodora Anamiai. La Serbie, elle a opté pour le film de David Jovanovic, Sunce Nikad Sun Never Again. La Slovénie, on vous en a parlé, du film Kajtije Deklica, Little Trouble Girls, Duška Djukic.
Qu'est-ce qui manque? Nous, on a remarqué un truc, c'est qu'avant de voir avant de parler même du dernier film, on le voit, c'est The Tale of Cillian pour son titre en anglais, Prikaznata za Cillian, pour la Macédoine du Nord. On remarque, il y a beaucoup, on peut remarquer que la France ne fait pas partie des principaux pays coproducteurs de films, à l'instar de la Belgique, l'Allemagne et les États-Unis. Qu'est-ce qui manque aux productions? Oui, et l'Italie. L'Italie produit beaucoup avec les Balkans. Qu'est-ce qui manque aux productions françaises pour s'intéresser au cinéma des Balkans? De l'envie, du courage? Qu'est-ce qui manque? On aimerait bien connaître la réponse. Je ne pourrais pas te donner une réponse comme si je savais en détail qu'est-ce qui se passe du côté des festivals, mais les productions, je crois qu'on est en phase de changement. Vraiment, je pense que de plus en plus, il y a des réalisateurs qui s'affirment davantage en France d'origine balkanique. Je pense à Luana Bajrami, par exemple, mais je connais plein d'autres. Risto Todorov, il est bulgare. Et je pense que ça va vraiment marquer un tournant dans cette histoire. J'espère et j'invite les productions françaises à devenir coproducteurs, mais ça va être aussi ma mission personnelle. Bravo madame. Et on vous souhaite, beaucoup de courage et en fait, beaucoup de chance. Merci et merci pour l'invitation. On croise les doigts pour la suite. On pourrait parler des heures avec notre invité. On remercie encore son Excellence Madame Corina Kalugaru, ambassadrice de la République de Moldova, pour nous avoir réservé un entretien exclusif à retrouver d'ici quelques minutes dans le podcast de cette émission. Merci encore Camilla Isa d'avoir accepté aussi notre invitation et je rappelle l'association Cinéma des Balkans que vous pouvez retrouver sur cinéma des Balkans tout attaché à minuscule.com ou encore sur les réseaux comme Instagram. Merci beaucoup Nolan Elongo et son équipe à la régie. Merci beaucoup aussi à notre photographe Nerina du Studio N et puis Sophie pour les vidéos. Vous pourrez bientôt apprécier leurs images sur les réseaux comme sur Instagram, Bienvenue à l'Est, où je rappelle que chaque jour, vous pouvez nous suivre. Tout à fait, et encore sur notre chaîne YouTube, Bienvenue à l'Est Média, où vous pouvez revoir nos podcasts et nos reportages. Et oui, et puis pour les amoureux de musique, retrouvez-nous sur Spotify, Bienvenue à l'Est Média. Vous passerez un merveilleux moment à l'écoute des stars de la scène musicale des pays de l'Europe centrale et orientale, à la fois par année et par pays. Et puis, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez toujours nous contacter via notre page LinkedIn, Bienvenue à l'Est Média, on vous répondra aussi. Et puis merci encore d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup à Rabah Baloul pour sa confiance. Merci à nos partenaires. La semaine prochaine, nous parlerons musique avec le groupe de métal Symphonie Tales of Memory. Rien que ça, mais aussi beauté avec, mesdames, un homme qui nous viendra de Macédoine du Nord et qui n'est autre que Mister Super Photo Model Universe 2025. Il représente le monde entier. Il sera accompagné par sa directrice nationale et coach, Véronica Sarma. Merci Anna. Merci Jérôme et rendez-vous la semaine prochaine dans Bienvenue à l'Est sur Armada. Gardez le sourire, c'est le plus important, mais surtout, faites le 36-37. Ciao. Ciao.